Imaginez du jour au lendemain votre livret A, votre assurance vie ou votre PEA bloqué ou réquisitionné par l'État. Ça semble fou? Pourtant, une loi votée en 2023 rend cela possible. Je suis conseiller en investissement financier et dans les prochaines minutes, je vous révèle ce scénario choc et comment protéger votre argent avant qu'il ne soit trop tard. Alors restez bien jusqu'au bout pour 3 solutions concrètes. Est-ce que l'État peut vraiment prendre mon épargne? La réponse est claire, oui, c'est possible. La loi de programmation militaire de 2024 à 2030 donne à l'État des pouvoirs effrayants pour saisir vos biens, argent, immobilier ou même voiture, en cas de crise. Et avec une dette publique à 112% du PIB et plus de la moitié détenue par des étrangers, le risque est réel. Donc dans cette vidéo, je vous explique ce que dit la loi, pourquoi c'est urgent et surtout comment vous en protéger. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. L'idée de réquisition peut sembler lointaine, mais en réalité, ça a déjà existé, et pas qu'en Union soviétique. En France, par exemple, entre 1915 et 1918, l'État lance des emprunts forcés pour financer la guerre. Après, inflation et dévaluation ont ruiné une partie des épargnants. En Allemagne, en 1923, tout le monde connaît l'hyperinflation de la République de Weimar qui a détruit les économies. Les prix doublaient en quelques heures. À Chypre, en 2013, pour sauver les banques, l'Europe a imposé une taxe directe sur les dépôts. Résultat, c'était une ponction immédiate directement sur les comptes bancaires. En Argentine, en 2001, les banques ont fermé, les retraits ont été limités à 250 pesos par semaine et les familles n'avaient plus accès à leur propre argent. Ce que ça montre, c'est qu'à chaque crise majeure, les États se servent d'abord dans la poche de leurs citoyens. Alors, que dit la loi française aujourd'hui? La réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et services nécessaires peut être décidée par décret. C'est large, très large. Et derrière cette phrase, il y a un processus en 3 étapes bien précises. En premier, le recensement. Avant de prendre, l'État doit savoir ce qui existe. Donc le Premier ministre peut ordonner un inventaire des biens. Concrètement, vos banques, vos assurances, vos notaires doivent transmettre les données. Ça veut dire que l'État sait combien vous avez sur votre livret A, sur votre assurance vie, sur votre PEA, sur votre SCPI, même sur vos biens immobiliers. C'est comme si un huissier faisait la liste de tout ce qu'il y a dans votre maison avant une saisie. Deuxième étape, le blocage. Ici, vous êtes toujours propriétaire de vos biens, mais vous ne pouvez plus y toucher. Donc, un exemple concret, en 2015, en Grèce, les retraits bancaires étaient limités à 60 euros par jour. Imaginez de nourrir une famille, payer un loyer ou une facture avec ça. C'était impossible. En France, ça pourrait très bien vouloir dire que tous les virements vers l'étranger sont bloqués, il ne peut pas y avoir de retrait important, ou que vos comptes bancaires sont immobilisés le temps que l'État décide de la suite. Troisième et dernière étape, la réquisition. L'État, là, prend possession de vos biens. En 1917, par exemple, la Russie a nationalisé ses banques et confisqué tous les dépôts. Les citoyens se sont donc réveillés ruinés. Et en 2013, à Chypre toujours, une taxe directe a été appliquée sur les dépôts bancaires, jusqu'à 47% prélevés d'un coup. En France, ça pourrait par exemple être un emprunt forcé, c'est-à-dire qu'une partie de votre argent sera transformée en obligation d'État sans que vous ayez votre mot à dire. Et si vous refusez, la loi prévoit des sanctions exemplaires, jusqu'à 5 ans de prison et jusqu'à 500 000 euros d'amende pour non-coopération. Bref, l'État a déjà prévu la carotte, c'est-à-dire une sorte d'indemnisation théorique, et aussi le bâton avec des sanctions massives. Donc ce qu'il faut bien comprendre, ce mécanisme est déjà prêt, opérationnel, et il ne manque qu'un décret en Conseil des ministres pour qu'il ne s'applique. Donc pas besoin de nouvelles lois, pas besoin d'un vote au Parlement. Alors certains diront oui, mais la France est une démocratie, ça n'arrivera jamais chez nous. Laissez-moi vous montrer pourquoi ce raisonnement est dangereux. D'abord, la dette. La France est assise sur une bombe à retardement. Il y a plus de 3 400 milliards d'euros de dette. Et chaque année, rien que les intérêts de cette dette coûtent des dizaines de milliards. C'est comme si vous aviez une carte de crédit qui tourne en permanence et que vous payez uniquement les agios sans jamais rembourser le capital. En deux, une dépendance aux investisseurs étrangers. Car le plus inquiétant, c'est que plus de 50% de cette dette est détenue par des investisseurs étrangers. En clair, si demain la Chine, l'Arabie Saoudite ou un gros fonds américain décide de ne plus prêter à la France, c'est une panique. Et quand l'argent n'entre plus de l'extérieur, où pensez-vous que l'État va aller chercher? Dans votre épargne à l'intérieur. Troisième, le contexte international. Car on a maintenant la guerre en Ukraine, les tensions avec la Russie, et la nécessité pour Macron de financer le réarmement. La loi de programmation militaire n'a pas été votée par hasard. Elle donne un cadre juridique tout prêt pour mobiliser l'épargne nationale. Et en période de guerre, l'argument de la raison d'État balaye tous les droits individuels. On l'a vu pendant le Covid avec l'état d'urgence sanitaire, le pass sanitaire, bref, tout est passé au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Concrètement, comment ça peut se traduire? Je ne pense pas que ce sera une confiscation brutale type braquage. L'État pourra agir de façon beaucoup plus subtile par une hausse des impôts,
Sans surprise, c'est la voie la plus simple et celle qui est utilisée régulièrement. Par un emprunt forcé, c'est-à-dire qu'une partie de votre épargne sera transformée en obligation d'État, qui sera remboursée peut-être un jour. Par le contrôle des capitaux, pour éviter les fuites, limiter les virements vers l'étranger, le retrait en cash, et aussi peut-être une réquisition directe, peu probable à court terme, mais c'est possible si la crise atteint un niveau très fort. Conclusion, ce n'est pas de la science-fiction, tout est déjà prévu, il ne manque qu'un décret en Conseil des ministres pour enclencher la machine. Ok, maintenant qu'on voit le risque, la question c'est comment protéger son épargne. Je vais vous donner 3 solutions simples, efficaces et que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Il y en a d'autres et pour les découvrir, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Le premier et le plus simple, l'or physique. L'histoire est claire, dans chaque crise, ceux qui avaient de l'or ont survécu financièrement. En Russie en 1998, quand le rouble s'est effondré, l'or permettait d'acheter au marché noir le nécessaire. En Argentine en 2001, quand les banques ont gelé les comptes, l'or était encore échangeable aussi sur le marché noir. Et même en France, dans les années 80, l'or a protégé contre l'inflation à 2 chiffres. Pourquoi? Parce que l'or ne dépend pas d'une signature de l'État ou d'une promesse bancaire. C'est un actif tangible, universellement reconnu et qui traverse les crises. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai préparé un guide gratuit, tout sur l'or, et dans ce guide, je vous explique comment acheter de l'or en toute sécurité, quelles sont les erreurs à éviter, et surtout, comment le stocker intelligemment chez vous ou à l'étranger. Le lien est en description et en commentaire. Téléchargez-le, c'est cadeau. Avoir un compte à l'étranger, c'est une soupape de sécurité. Par exemple, en Argentine, en 2001, toujours, ceux qui avaient des dollars mais sur des comptes à Miami ou à Madrid ont pu continuer à vivre normalement. Depuis la France, on peut très facilement ouvrir un compte dans une banque européenne solide. C'est parfaitement légal, à condition de le déclarer. L'objectif n'est pas d'échapper au fisc, mais de garder une porte de sortie en cas de blocage des capitaux. En 3, garder du cash. Ça paraît bête, mais c'est stratégique. Pourquoi? Parce que pour moi, l'emprunt forcé est la solution la plus probable qui va être mise en place. Et si vous n'avez pas un peu d'épargne disponible, vous serez contraint d'aller voir les banques et peut-être de vous endetter encore plus. Donc pour moi, avoir du cash ou de l'épargne de précaution, c'est aussi avoir une marge de manœuvre, même pour vos besoins quotidiens en cas de blocage bancaire temporaire. Si on résume, l'or pour traverser les crises, un compte étranger pour garder une ouverture et du cash pour absorber les coups durs à court terme. Avec ces 3 leviers ensemble, c'est un bouclier solide contre le scénario de réquisition. Vous l'avez compris, la loi de programmation militaire de 2024 à 2030 donne déjà à l'État le pouvoir de recenser, bloquer et de réquisitionner vos biens. L'histoire nous montre que ce n'est pas simplement une hypothèse, mais une pratique récurrente en temps de crise. Et avec une dette de plus de 3400 milliards, ce scénario devient chaque jour de plus en plus plausible. Mais vous n'êtes pas impuissant. Avec de l'or physique, un compte à l'étranger et du cash de disponible, vous pouvez limiter les dégâts et protéger vos proches. Et pour aller plus loin, j'ai préparé donc ce guide gratuit. Dites-moi en commentaire quelle est la solution qui vous rassure le plus. Est-ce que c'est l'or, le cash, un compte à l'étranger ou une autre solution? Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la autour de vous. Vos amis et vos proches doivent savoir que ce risque existe. Et n'oubliez pas, protéger votre patrimoine, c'est protéger votre liberté. À très vite!